C'est Maître Camara depuis New York qui revient comme promis pour vous parler de l'asile. Vous vous souvenez, on avait promis de faire des séances vidéo pour édifier les gens sur l'asile, couvrir, parce qu'on a constaté, il y en a beaucoup, par exemple, qui peinent à trouver des avocats et qui se représentent au tribunal. Et que si on a dit dans nos vidéos précédentes aussi que quelqu'un peut gagner même son procès sans avoir un avocat, mais à condition qu'ils comprennent un peu la logique de l'asile, le droit de l'asile, et pour pouvoir comprendre. C'est dans cette optique, par exemple, qu'on a fait ces vidéos. On va faire pratiquement, comme on l'a dit, des séries. Aujourd'hui, on va s'adresser à la question de savoir comment faire cette demande, right, d'asile en tant que tel. On va prendre des cas pratiquement qui sont pratiques, right, pour mieux faciliter l'explication. OK. Alors, on doit aussi préciser avant de commencer que, on l'a précisé, je pense, les vidéos précédentes, qu'il y a deux formes, l'asile affirmatif et défensif. Affirmatif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient avec le visa. Ça, on fera, comment dirais-je, une vidéo où on va parler spécifiquement des gens qui sont venus avec le visa, la procédure et le fond. Le fond, pratiquement, la loi, c'est pratiquement la même chose. Tout ce qui est un peu différent, c'est la procédure, là où ça va être décidé et autres, quoi. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit, la fois passée, on a parlé de l'éligibilité, on a parlé on a parlé de l'éligibilité qui est éligible et aussi des deux types pratiquement de rencontres avec les juges, parce qu'on a précisé que c'est le juge qui va décider du cas d'asile et il le fait en deux rencontres. L'encontre qui est la première qui est une prise de contact et le deuxième qui est par exemple une rencontre par exemple où c'est le jugement. Alors il est très important de faire la différence parce que ça peut aider et on a pensé aussi que dans l'optique de répondre à la question comment faire maintenant sa demande d'asile, il faudrait comprendre ta situation exactement là où tu es parce que la confusion est énorme. Tu peux venir même avec ton cousin en même temps, mais les cas peuvent être différents. Alors, parce que peut-être que ton cas est au niveau du tribunal, lui, son cas est au niveau de l'USCIS. Et pour comprendre cela, on va faire une petite démonstration pour montrer, par exemple, comment savoir exactement, avoir les informations cruciales sur ton cas et pour savoir maintenant comment l'aborder. OK? Donc, c'est la première vidéo, c'est le premier cas pratique où on va vous expliquer, par exemple, comment savoir là où votre cas est situé. Donc, on va faire une petite démonstration pour faire comprendre aux gens leur situation individuellement, parce qu'il y a beaucoup de confusion et les gens ont tendance à comparer et que ça n'aide pas. Alors, tous les cas sont différents. Vous voulez premièrement savoir si votre cas, il est où, votre dossier d'asile, qui a la compétence de juger, de décider votre case d'asile. Est-ce que c'est déjà envoyé au tribunal ou est-ce que c'est toujours au niveau de USCIS qui est l'immigration? Donc, on va faire une simulation pour vous permettre pratiquement de comprendre et comment lire. Et ce lien-là, et c'est la page qui vous donne la paix. Et on invite tout le monde à aller sur cette page-là pour comprendre exactement si vous ne le faites pas. Si vous ne le savez pas pour le moment, d'aller dans cette page-là pour savoir votre situation exactement. Alors, essayons de mettre, par exemple, le premier exemple qu'on donne. All right. Alors, dès qu'on met cela et qu'on clique sur Submit, et vous pouvez même le faire avec votre téléphone, parce qu'il y en a beaucoup déjà qui savent sur le numéro, parce qu'il y a beaucoup aussi qui n'ont pas la chance d'être instruits. Alors, donc, c'est facile. Dès que vous voyez ça, ça montre par exemple que le cas n'est pas encore, que votre dossier d'asile n'est pas au niveau du tribunal, que vous n'avez pas été déféré. Déféré, c'est quand le procureur prend le dossier et l'envoie au niveau du tribunal. Ça vous montre que c'est pas encore ouvert. Il y en a beaucoup, par exemple, quand tu vois ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas quelque chose à faire parce que, souvenez-vous, l'asile, tu as 1 an pour faire l'application. Alright? Et même c'est pas pour ça, tu as aussi, dès que tu fais l'application, on commence à compter les jours. Donc, le plus tôt sera le mieux. Alors, si tu vois cela,
il faut savoir que tu peux faire ton cas d'asile. C'est juste que tu peux pas l'amener au tribunal parce qu'il y a aucun tribunal qui a ton dossier. Comment le faire? C'est au niveau de l'immigration, de USCIS, que tu dois envoyer ton dossier. OK? Alors, on va maintenant voir le deuxième cas et voir ce que ça donne. Le deuxième cas, oui, on va en même temps aussi cacher les informations individuelles parce que c'est des cas pratiques qu'on est en train de donner, mais tout en préservant un peu la confidentialité des informations du client. Alors, donc, dès qu'on appuie, ça, c'est un cas, par exemple, qui, là, on essaye de vous montrer la différence entre les deux types de rendez-vous que vous avez avec les juges, le Master Calendar Hearing et le Individual Hearing. Pourquoi on le fait? On a vu, par exemple, un exemple malheureux où la personne est allée à le juge de son jugement. Il savait même pas qu'il allait être jugé ce jour-là. Alors, même si vous n'êtes pas instruit, dès que vous vous loguez et que vous voyez ça, Master Hearing, ça veut dire que c'est juste une première rencontre. Et généralement, c'est là où le juge il peut vous donner plusieurs. Ça peut être troisième, quatrième, ça dépend de la patience du juge. OK? Master, ça veut dire qu'on va pas te juger. Et vous voyez ici, ça, c'est l'adresse du tribunal qui montre un peu là où envoyer ce cas. Vous avez vu que ce deuxième exemple est totalement différent avec le premier exemple qu'on avait donné, là où on n'a pas pu voir un tribunal qui est associé avec son dossier. OK? Alors ça montre qu'il y a un tribunal qui est compétent pour le juger et c'est cette adresse-là, l'adresse du tribunal qu'il faut envoyer le dossier. On va en revenir sur comment envoyer le dossier et comment le faire correctement. Alright. On va donner un troisième exemple qui montre la différence entre master et individuel, le jugement ou la première rencontre. Alors, comme vous pouvez voir sur cet exemple-là, vous avez la différence, c'est ici. Il y a, là-bas, c'est marqué master, là, c'est marqué individuel. Pour les gens, par exemple, qui ne savent pas lire, peut-être, eh bien, ils peuvent, bon, parce que j'ai dit, il y en a beaucoup maintenant qui savent comment accéder à ce lien sur le numéro de téléphone, parce que ça les aide un peu à garder la visibilité. Et je vous invite à garder ce lien parce que ça donne tout sur votre case. S'il a été décidé et même quand quelqu'un a été convoqué, il ne savait pas, c'est sur cette case-là qu'il sait que le juge a décidé son cas ou pas. Et vous avez vu la même adresse, donc c'est ça qui est important. Et cette adresse aussi, c'est important au cas où, par exemple, tu vois quelqu'un, il dit qu'il a fait transférer son case depuis il était au Texas, ici. En voyant ici, si tu vois toujours, ça c'est New York, ça c'est Broadway, tu sais que si tu avais fait la demande de transférer, cette demande n'a pas été accordée. Donc, ça, c'est crucial et ça aide à comment lire pratiquement cette page parce que ça donne des exemples très, très, très importants. OK? Donc, on va en revenir. C'était juste un exemple pratique pour que vous voyez. Comme on l'a expliqué, et ça, c'est primordial, comme vous venez de le voir, pour comprendre exactement là où vous êtes. Maintenant, on va parler un peu de comment faire cette application-là, comment remplir cette application-là. On n'ira pas dans les fonds. Il y aura pratiquement une autre vidéo où on ira, mais vous donner une aperçu sur l'application qui comprendra et qui aidera beaucoup de gens qui font la confusion. Tu ne peux pas faire la demande d'asile sans que tu rédiges déjà ton histoire et autres, quoi. Donc, on va parler de manière générale, de comment l'application de manière générale. Et c'est notre deuxième cas pratique. Alors, donc, on va faire une démonstration pratique pour vous expliquer un peu l'application sur l'asile, formulaire de demande d'asile, pour donner une idée aux gens, parce que on a remarqué qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau. OK? Alors, parce que quand quelqu'un, par exemple, tu peux pas faire cette demande si tu n'as pas pratiquement fini d'écrire ton histoire, parce que cette application, justement, il y a des questions que tu dois répondre. Alright? Donc, on va brièvement, parce que peut-être on aura le temps dans une autre séance d'aller dans les détails et autres, mais on voulait donner une idée
parce que c'est bien de faire théorie, mais c'est aussi, ça aide de donner un cas pratique. Et l'application que vous voyez comme ça, la date, au fait, c'est pas celle qui est, comment dirais-je, en cours, et c'est la version est en français. C'est juste pour permettre aux gens, parce que comme l'audience parle français et autres, on a préféré qu'il serait beaucoup plus, comment dirais-je, euh, intéressant et de faire ça en français et autres, quoi. Mais c'est pratiquement la même chose. Les questions sont pareilles. OK? Donc, vous commencez déjà à la première page, là où c'est votre nom que vous allez mettre, votre adresse et les affiliations, et aussi l'adresse. L'adresse est très importante parce que ça permettra au gouvernement de vous envoyer des courriers s'ils ont besoin de vous. OK? Et vous précisez si vous êtes si vous êtes homme ou femme, si vous êtes marié ou pas, et votre nationalité aussi, c'est très important parce que quand tu demandes l'asile, on veut voir si tu as une double nationalité. Et ça, c'est important, c'est pertinent, ils veulent savoir. Et pourquoi pas, pourquoi vous n'êtes pas allé dans l'autre, dans votre, si vous avez un deuxième pays. OK? Ils veulent savoir aussi quand est-ce que vous êtes entré aux États-Unis. Et cette date est très importante, aussi vu surtout la loi de Biden, parce que ça détermine si la loi actuelle est applicable à vous ou si c'est la loi ancienne qui est applicable à vous. OK? Alors, donc, vous allez à la deuxième page. Là, c'est des informations sur votre famille, right? Parce qu'on l'a dit, l'asile, si vous gagnez, si votre famille est au niveau de l'extérieur, et il y a des applications pour que votre famille puisse vous rejoindre ici. Si votre famille est ici aussi, ils peuvent en profiter. Donc, c'est l'occasion pour mettre le nom, par exemple, de votre famille. Si vous êtes marié, votre époux, épouse, vous mettez cela avec ces détails-là. Essayez de répondre aux questions. OK? Et dites si vous voulez ajouter votre conjoint sur votre dossier d'asile. OK? Et là, il vous demande aussi combien d'enfants vous avez et c'est la même logique pour que eux puissent en bénéficier au cas où vous êtes approuvé. OK? Et vous venez à la troisième page, informations concernant toujours qui continue les conjoints. Ça continue. Donc, si vous avez plusieurs enfants, vous aurez assez de place. Et si ça suffit pas, vous pouvez aller à la dernière page et augmenter, donner des informations. Maintenant, à la quatrième page, et c'est là où c'est important, moi, je considère cette page comme l'une des pages les plus importantes parce que ça permet et ça donne une idée actuellement au gouvernement de voir votre histoire là que vous racontez parce que ça ne peut pas contredire l'histoire que vous racontez. Premièrement, ça leur donne l'occasion de savoir, par exemple, si vous avez quitté, quand est-ce que vous avez quitté votre pays et partout où vous êtes allé. Donc, la première question va s'adresser les 5 dernières années avant de venir ici. Où est-ce que vous avez habité? Donc, c'est les détails. Exactement quelle ville vous avez habité, quel pays et entre quand et quand. Ça dit que la date exacte. C'est très important. Alors, cette chronologie, il faut le mettre ici. Et vous venez, c'est la même question, mais un peu posée différemment, parce que là, on dit depuis que vous êtes entré aux États-Unis. Ils veulent savoir la chronologie qui inclut votre adresse où vous êtes actuellement aux États-Unis. Là, où vous commencez par votre actuelle adresse et vous précisez de quand à quand. Et là, depuis pratiquement les 5 dernières années, vous mettez ça. OK? Et cette colonne-là, ça s'adresse un peu à votre éducation. Ça aussi, c'est important. Ils veulent savoir, par exemple, avoir une idée de votre éducation. Si vous êtes éduqué, si que soit vous avez fait un métier ou que vous avez fait l'école normale, donc le nom de l'école, là où vous l'avez fait, de quand à quand. Aussi, c'est très important. Et aussi, le nom de votre employeur. Ça aussi, c'est important parce que ils veulent savoir, par exemple, si vous avez travaillé quelque part, de quand vous avez commencé à... Et je vous dis, c'est très important parce que ça doit correspondre un peu avec votre histoire. Et la dernière, là, ils veulent savoir le reste de votre famille, là où ils vivent. Le nom de votre père, mère et vos frères et sœurs, comment dirais-je. Donc, là où ils sont nés, tous, parce que ça aussi, ça donne une idée de leur nationalité. Et aussi là où ils vivent actuellement, leur résidence. OK? Et vous venez maintenant à la cinquième partie, qui est la partie la plus, l'une des parties aussi les plus importantes, parce que c'est là où
par exemple, il y a des questions sur votre demande d'asile, votre éligibilité. C'est des questions qui rendent compte un peu si oui ou non vous êtes éligible à la demande d'asile. OK? La première question, c'est quoi? Ils veulent savoir sur quoi vous basez votre demande d'asile. Est-ce que c'est basé sur la race, la religion, la nationalité, votre opinion politique, ou est-ce que vous appartenez à un groupe qui est protégé? Et vous devez choisir. Et si vous n'êtes pas aidé par un avocat, et c'est le but que nous visons en vous expliquant cela, c'est destiné aux gens, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver d'avocat et qui veulent par exemple, se représenter, d'avoir les informations, par exemple, minimum d'informations pour pouvoir comprendre ces pages-là. OK? Donc, il faut savoir que la réponse à ces questions-là, au niveau même du tribunal, peut être modifiée aussi pour cela. OK? Ouais. Donc, l'autre question, il y a l'autre question là. Avez-vous, votre famille, vos amis et vos proches, vos collègues là, subi un mauvais traitement? Right? Ça, c'est une question qui s'adresse directement à votre demande d'asile. Parce que si vous n'avez rien vécu, qui vous ont poussé à quitter, vous ne pouvez pas être éligible un peu à l'asile. Et il vous dit, euh, si c'est oui, vous répondez oui, dit qui vous a fait ça, OK, où est-ce que ça s'est passé et qui t'a fait ça et comment est-ce qu'il l'a fait exactement. Ils veulent les détails qui vont avec et vous mettez ça ici. La question suivante, il vous demande si vous avez peur de retourner dans votre pays, right, d'origine. Si vous êtes oui, il va vous demander quel, par exemple, quel préjudice vous craignez en quittant, à ne pas retourner, right? Et qui, par exemple, croyez-vous qui va vous faire du mal et pourquoi vous pensez qu'il le fera? Parce que ça, c'est des et vous dit de détailler ici. OK? Alors, la question suivante, on vous demande si vous ou un membre de la famille a été arrêté, accusé ou condamné. Ça aussi, on veut savoir, par exemple, ça doit, parce que je vous donne juste un exemple, si vous avez fait de la politique en Afrique et vous avez été arrêté, la réponse, il faut dire oui et pratiquement expliquer les circonstances de l'arrêt ou des trucs comme ça. OK? Il vous demande aussi la question suivante, 3E. Si, par exemple, vous avez été membre d'une organisation ou d'une association, c'est le cas dépendant du type d'asile que vous avez. Si, par exemple, c'est un asile qui est politique, c'est un moment de détailler, par exemple, vous êtes membre de quelle association, de tel parti politique, et donner les détails. Et cette question qui suit après, c'est juste une question là où on vous demande euh, 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 si vous êtes toujours affilié à cette partie, à cette organisation et autres, quoi. OK? Cette question 4 là, ça adresse un peu, est-ce que vous avez été torturé à un moment donné? Alors, si vous avez été torturé, c'est cette question-là, par exemple, qui voit si vous avez été torturé, parce que c'est une question qui s'adresse surtout à la Convention contre la torture. Vous donnez les détails, comment ça s'est passé et autres, quoi. OK? Alors, et le reste pratiquement des questions, on me demande la question de savoir si vous avez fait une demande avant aux États-Unis, right? Et si c'est le cas, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils perdent, ils reviennent pour demander, ok? Il faut donner pratiquement les détails si tel est le cas. Et ça, cette question de A et de B, ça dit que est-ce que quand vous êtes entré, vous êtes passé dans un autre pays, right? Si oui, dans le pays à travers lequel vous êtes passé, est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir les papiers ou est-ce que vous avez eu les papiers? Ça, il faut donner. Et c'est une question qui s'applique surtout, qui est surtout importante à la loi actuelle de Biden, là, qui, par exemple, exige les gens qui viennent, tous les gens qui viennent sur le Sud, avant de demander l'asile dans ces pays-là, avant de venir aux États-Unis. Donc, ça s'adresse à cela. OK? Et les autres questions qui s'adressent, c'est des questions généralement
pour voir si est-ce qu'il n'y a pas de blocage, si par exemple vous avez fait des crimes, si vous êtes une bonne personne ou pas. Donc c'est ça. Euh, et c'est là où vous devez signer, right? Vous mettez la date. Et c'est comme je vous dis, on en viendra en détail. C'était juste et surtout pour donner une idée des gens, par exemple, une idée générale pour qu'ils comprennent un peu l'application de l'asile. Le truc à insister et à voir, c'est que l'application sur l'asile peut être envoyée même sans l'histoire en tant que telle. Mais ces questions-là, c'est impératif. Si vous envoyez avec l'histoire, c'est tant mieux. Sinon, que ça soit avec USCIS, que ça soit avec le tribunal, vous pouvez envoyer en répondant aux questions. Maintenant, même sans les preuves et l'histoire complète et les détails, ça peut venir après, avant le jugement. Il arrive, c'est très rare que les juges, par exemple, demandent l'histoire en intégralité, mais c'est très rare. Sinon, ils acceptent, par exemple, l'application en tant que telle, même sans les preuves pour le moment. Mais à savoir que les preuves vont être demandées ultérieurement. D'accord. Donc, c'est l'explication sur l'application. Ce qu'on vient de montrer dans les deux exemples pratiques qu'on vous a donnés. On vous a montré déjà comment, par exemple, savoir exactement là où vous êtes sur la procédure et pour savoir si votre cas est ouvert ou si c'est pas ouvert, c'est au niveau du tribunal. Et on l'a précisé, rappelez-vous, il y en a beaucoup qui s'inquiètent, oh, c'est pas encore ouvert, il faut que je trouve un avocat. Non, ça, un avocat n'y peut absolument rien. Ça dépend de la disponibilité du juge, ça dépend aussi de la disponibilité du procureur qui doit envoyer votre cas. Ça viendra. Et quand ça viendra, comment dirais-je, ils vous le feront savoir. Deuxièmement, on vous a montré avec un cas qui est pratique comment maintenant, au fait, remplir maintenant cette application-là. OK? Alors, maintenant, vous avez rempli et vous avez signé. Il est important de savoir là où envoyer. Et la première vidéo a montré l'adresse. Si, par exemple, votre cas n'est pas ouvert, c'est au niveau de l'USCIS que vous devez envoyer. Il y en a beaucoup qui font cette confusion. Rappelez-vous, si vous envoyez là où vous ne devez pas envoyer, ça va être rejeté. Et on ne va pas compter les jours parce que ça n'a pas été bien fait. OK? Si vous voyez le truc en rouge qu'on vous a montré, sachez que c'est au niveau de l'USCIS parce que c'est pas au tribunal. Donc, si c'est pas au tribunal, vous ne pouvez pas l'envoyer au tribunal. OK? Si maintenant c'est au tribunal, regardez l'adresse du tribunal et maintenant vous l'envoyez au niveau du tribunal. OK? Mais nous, en tout cas, on ne vous le conseille pas. Ce qu'on vous conseille, si c'est possible, parce que la majeure partie des tribunaux d'immigration, ils acceptent une demande, comment dirais-je, que vous faites votre cas physiquement. Donc, ce qui est parce que quand vous envoyez, même si vous envoyez, essayez de les appeler pour vous assurer qu'ils ont reçu. Mais le plus simple, c'est quoi? Faites 3 copies. 3 copies. Right? Alors, et allez à l'adresse, right? Et vous allez, il y a une fenêtre qui est dédiée à cela. Après avoir c'est l'application que vous avez déjà remplie, il faut l'accompagner avec 2 photos. Et assurez-vous que vous avez signé et vous avez mis la date. OK? Et maintenant, vous créez 3 copies avec cela. L'original, c'est l'original que vous allez, par exemple, déposer au niveau de la fenêtre de l'immigration. OK? La deuxième copie, ils vous indiqueront, ça doit passer et aller au niveau du bureau du procureur. OK? Et maintenant, la troisième, c'est votre exemplaire, mais vous voulez avoir une preuve que, par exemple, et la date que vous avez demandé. Alors, c'est là où vous allez présenter cela et ils vont mettre un cachet qui montre que votre application a été envoyée. Et c'est une garantie demain si le gouvernement dit qu'ils n'ont pas reçu le truc. Vous avez un cachet et un tampon qui montre, par exemple, que vous avez envoyé votre application. OK? Alors, il y aura, après ceci est fait, il faudrait, et ça c'est une autre correspondance que vous devez envoyer pour faire les fingerprints. Ça, on va vous indiquer dans une autre vidéo. Et maintenant, pendant que votre cas d'asile est pendant, parce que vous pouvez maintenant considérer que votre demande est en cours, il faut compter. Je vous donne un exemple. Si c'est au mois de janvier, par exemple, que vous avez envoyé le 1er janvier, vers la fin du mois de mai, juin,
vous êtes éligible parce que vous avez fait 150 jours pour, comment dirais-je, faire une demande de work permit. Donc, dans les vidéos à venir, on ira encore plus sur les détails. C'est ça qu'on voulait partager aujourd'hui. Alors, stay safe and know your right.